Pour Jean-Christophe Quinton-Gafour, on ne naît que deux fois. Une fois à la vie, une fois au monde. La première naissance est une apparition, la seconde, une révélation. Naître au monde, une bien jolie expression que notre hôte va égrener tout au long de la prochaine demi-heure et qui va immanquablement résonner en chacun de nous, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Jean-Christophe. Bienvenue dans votre vie. Waouh! C'est l'effet que ça fait, paraît-il, hein, quand on a grandi les photos. Ah ouais, l'effet waouh. Oui, on n'a plus le recul qu'on a habituellement par rapport à des petites photos. D'un seul coup, on a l'impression qu'ils sont là. Ah ouais, alors c'est très... Je vous le dis, c'est très impressionnant quand même. Ah bon? Hein. Ah ouais. C'est très, très émouvant. Ben là, il y a Antoine, mon arrière-grand-père. Geronimi. Antoine Geronimi. Et il a ce regard là, à la fois sérieux et peut-être un peu triste. Il y a une dizaine d'années, mon compagnon a retrouvé les carnets militaires de cet arrière-grand-père. Et là, on se rend compte que dans ces carnets, on voit qu'il a fait le tour du monde, qu'il a été en Asie, qu'il a été en Thaïlande, qu'il a été dans tous ces pays. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que ce jeune homme, finalement, il avait été complètement ouvert au monde, qu'il avait parcouru le monde, qu'il avait arpenté le monde, et qu'il est revenu pour construire sa forge au milieu du village. À Vico. À Vico. À Vico. À Vico. Et là où moi j'ai grandi, passé tous mes étés. Et cette forge que j'ai récupérée. Il ne la construit pas n'importe où, cette forge. Il l'a construit sous la maison des geôts du village. Exactement. Donc il vient construire sa maison là où il ne devrait pas venir. Il va être attaqué par les geôts pour l'avoir construit trop proche des limites et il va gagner ce procès. Et ce procès gagné, c'est quelque chose qui, on le sent, requinque ma famille, redonne confiance. On sent que c'est quelque chose qui, après le drame de la guerre, reste un peu la partie lumineuse de l'histoire qui a précédé. Il a eu deux filles. On va commencer avec elle, hein, bien sûr. Votre grand-mère. Voilà, Marthe. Marthe. Voilà, Marthe et puis Jean-André. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais quand je les vois, je les trouve incroyablement beaux. Mais c'est un couple, pour moi, c'est un couple de cinéma. Complètement, on se croirait à Hollywood. Mais elle n'est pas actrice, elle est institutrice, elle. Voilà. Elle est institutrice au village voisin de Vico. Elle est même une des dernières institutrices. Absolument. De Mouna. C'est un village qui est aujourd'hui en ruine. Quasiment tous les hommes sont morts à la guerre de 14. Mais en 45-46, il y a encore beaucoup d'enfants. Donc ma grand-mère va devenir la dernière institutrice de ce village. Et c'est une vie particulière parce que Moon n'est pas connecté par le réseau aux autres villages. Donc c'est un village où on y accède à cheval, à mule, et par une sorte de chemin comme ça qui serpente dans la montagne, qui passe par la rivière. Et donc elle y reste toute la semaine et elle y vient, elle rentre à Vico que le week-end. Et donc pendant ce temps, il y a elle qui attend. Voilà. Votre maman. Et ça, c'est fondateur aussi chez elle, parce que votre maman, Lucie. Absolument. Lucie, elle va avoir longtemps en elle ce traumatisme de l'abandon maternel hebdomadaire, hein, bien sûr. Et elle, justement, en grandissant, en se construisant, elle va vouloir être partout, sauf en Corse, presque. Oui, absolument. Elle va commencer par faire l'école normale à Ajaccio. Donc elle va devenir institutrice, et puis ensuite elle va s'échapper et partir donc sur le continent pour faire d'abord des études de maths et puis ensuite des études littéraires. Ce qui la définit bien d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que c'est une cérébrale. Exactement, voilà. C'est une cérébrale. C'est une cérébrale. C'est une cérébrale. Et sur le continent, elle va rencontrer, j'ai presque envie de dire, son opposé, Jean-Christophe. Alors, sur le papier... On va le voir. On va le voir. Allez. Sur le papier, on va le voir même sur la photo. C'est génial de les voir aussi grandes, ces photos. Hein. Elle rencontre Jackie. Voilà. Donc, mon père, sur cette photo, il exprime, je crois, immédiatement ce qu'il est. Mon père, on disait à l'instant, ma mère est très cérébrale. Elle est dans l'analyse, elle est dans la parole, elle est dans vouloir dire les choses, essayer de dire les choses. Elle est très littéraire, très analytique. On lui prête d'ailleurs beaucoup de talent pour ça, et ses études, le fait qu'elle passe la grecque, etc. Tout ça reconnaît étape par étape cette façon d'être au monde.
Et mon père, à l'inverse, il est avant tout dans l'action, dans l'altérité. Il a une altérité assez saisissante, d'ailleurs que tout le monde lui prête. C'est-à-dire qu'il va vers les autres avec une facilité d'accueil, sans jugement. Et il est dans une générosité de la relation. Il exprime une sorte de philosophie très douce de la vie qui accepte un peu les événements brutaux, les beaux événements. Et il a, sans l'être, il a une forme de philosophie qui fait qu'il est très très bien à la vie. Il y en a une qui était bien à la vie aussi, mais qui était, est-ce que je peux dire le mot peut-être, un peu le vilain petit canard de la famille peut-être. C'est votre tante, la sœur, oui, la sœur de Marthe, effectivement, Agathe. Agathe. Elle n'est pas dans l'excellence de votre maman. Elle ne va pas avoir un métier comme tout le monde. Elle est un petit peu en dehors de l'esprit de famille, en fait, finalement. Et c'est très très bien dit. Agathe, en fait, elle est née dans un milieu très modeste et elle n'accepte pas sa condition. Et elle va tout faire pour s'en échapper. Elle va devenir donc peintre et c'est elle qui va vous acheter les crayons quand vous Oui. allez vouloir vous extraire un petit peu peut-être de Oui. ce carcan familial pour venir dessiner Exactement. un peu en douce parce que vous aimez dessiner vous depuis toujours, mais sauf que pour votre maman, c'est pas très bien. Non, en tout cas, c'est chez elle que vous dessinez, en tout cas. Alors, mes parents ne me découragent pas de dessiner, mais je pense qu'à leurs yeux, tous les enfants dessinent. Mais ma tante, elle dit, là, il se passe quelque chose. Ouais. Et elle m'offre un lieu dans un univers où on n'a pas de regard sensible sur des questions artistiques. Elle m'offre le premier lieu où je peux pleinement être avec cette discipline-là, le dessin. Et il y a un autre lieu où vous pouvez être aussi dans un univers qui vous correspond, c'est là. On est ici à Vico, Ouais. bien sûr. Oui, alors en fait, avec le recul, je me rends compte que déjà à cette époque, en fait, je ne peux pas être au monde sans faire des projets. Et j'entraîne tout le monde avec moi. C'est une époque où, que ce soit mon frère, que ce soit mes amis, on tourne des films, on fabrique des cabanes, on n'arrête pas d'être en fait dans l'action, mais des actions qui fédèrent les gens. Alors c'est tout à fait inconscient chez moi, mais j'arrive chaque été avec des scénarios, avec des idées pour faire certaines choses, et voilà, et on est dans cet élan-là, et ça entraîne les gens. Eh bien, on va voir où cet élan va vous mener. On va pas le voir là. On va dans une autre pièce. Allez. Venez avec moi. Mais moi je te tutoie, c'est un problème ou... Non, pas du tout. Vas-y, passe là. Prenez place, Jean-Christophe, et on parlait d'élan. Et cet élan, votre élan, il va être stoppé quelques semaines après cette photo. Vous avez 9 ans et vous avez une vraie difficulté avec le monde extérieur, justement, à ce moment-là. Il y a ce que vous vous dites et puis la réalité. Vous êtes un garçon très timide, qui n'arrive pas à parler. Et la violence de ce monde qui est au bout du téléphone aussi vous impressionne énormément. Exactement. C'est-à-dire que je vis dans un univers extrêmement doux, extrêmement, je dirais, clément, à l'écoute. Et aller à l'école, c'est découvrir la violence du monde, c'est découvrir la violence des autres. C'est l'inverse de toute l'altérité que j'ai connue à la maison. C'est d'un seul coup une altérité qui se retourne contre les uns et les autres. Et cette violence que je découvre, je crois, me paralyse complètement et fait de moi un être d'une timidité absolument maladive, paralysante. Et il y a quelque chose qui rajoute une couche, c'est votre maman aussi, qui vous protège énormément. Oui. Quand vous venez, elle ne supporte pas que vous alliez à la plage seul. Il y a une hyper Oui. protection. Et du coup, vous avez tendance aussi un petit peu, peut-être, dites-moi si c'est vrai, mais à vous laisser un petit peu faire, parce que c'est finalement un petit peu vos parents qui vous disent, bon, bah, à l'école, vous êtes premier, hein. Ouais, Va en fac. dans les premiers, allez. Dans les premiers, fait Ouais. mathématiques, Ouais. c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, je me laisse un peu porter. C'est-à-dire que les études ne sont pas compliquées pour moi. Ça va au lycée, je fais un bac C. Mais là, au moment où je suis au bac C,
Je dessine énormément, mais quasiment en douce. On fait 15 heures de maths, quasiment 12 heures de maths par semaine. Je passe mon temps à dessiner. Et là, il y a une première voie, une première séparation qui s'opère entre ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas à le dire encore, parce que je suis dans cette ambiance où, évidemment, c'est quand même beaucoup plus rassurant pour tout le monde, pour moi le premier peut-être, de faire des mathématiques, de devenir enseignant, d'être sur des chemins finalement rassurants parce que déjà expérimentés, familiaux, etc. Familiaux. Et on vous retrouve là justement, Jean-Christophe. En fac de maths physique. C'est ça. Vous avez toujours cette manie de dessiner, systématiquement, on l'a compris. Et un jour, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, pour m'amuser, vous savez, dans les cours d'amphi, il y a ces 3 tableaux qui se superposent, qu'on monte progressivement les uns derrière les autres. Donc j'arrive en avance et je dessine une ville en perspective. Et, une immense ville, Quattrocento, c'est-à-dire avec ses colonnades, ses tours, ses perspectives quasiment sans fin. Et puis quand le prof arrive, regarde le tableau, il dit « Je ne peux pas effacer ça. Vous n'êtes pas au bon endroit, jeune homme. Vous devez faire architecture. » Et là, qu'est-ce qui se passe alors? Et là, voilà, les choses sont en place. D'abord, il y a une chose que je ressens très fortement en moi, c'est qu'on n'est pas fait pour être médiocre. Et là, dans cet univers académique des mathématiques, je m'étais tellement éloigné des mathématiques que en fait, j'étais loin de cette discipline. Et donc, j'avais l'impression de m'appauvrir. Et en même temps, j'ai senti que prendre cette décision, qui n'était pas facile parce que j'avais déjà fait 3 ans d'études, cette décision, je pressens qu'elle va ouvrir la vie. Qu'elle va changer votre vie. Et on vous retrouve justement. Là, c'est les premières heures en architecture. Et c'est un moment dans la vie que je souhaite à tout le monde de connaître. C'est ce moment où vous sentez que vous avez ouvert la bonne porte et que derrière la porte, tous les paysages se dilatent, que la vie s'ouvre et que vous êtes dans une sorte d'élan qui va vous construire et qui va vous construire avec les autres. Et puis tout est évident, surtout pour vous. L'architecture, on n'a presque pas besoin de vous l'expliquer. Au début, effectivement, vous arrivez dans les premiers cours, vous êtes parmi les derniers, et rapidement, là encore, vous êtes parmi les premiers. Il y a une évidence avec l'architecture. Vous aviez ça en vous. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas expliquer ça, si ce n'est dire que très très clairement, en architecture, il y a une culture qui est là, diffuse. Chaque architecte crée sa propre culture, mais il y a une culture globale, une culture partagée, qui est une culture de projet. Et ça, moi, je renvoie ça en fait à la convergence peut-être de mes 2 parents. Mon père a toujours été dans le projet avec les autres. Ma mère a toujours été analytique. Un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse et ensuite il agit. Et puis il y a quelque chose d'autre aussi, surtout. Il y a cette photo. Voilà. Eh bien, il y a la prise de parole en public. Vous, l'enfant timide qui était incapable de parler, le parler, c'est plus un problème? Ce que je découvre avec l'architecture, c'est qu'il y a une matière qui est là, forte, diffuse, qui concerne tout le monde. Et cette matière, finalement, elle n'est pas partagée avec les autres. Moi, je la porte et j'arrive à en parler avec les gens. En fait, elle est devenue une sorte d'écran protecteur entre moi et le monde. Et à travers elle, c'est très facile de parler au monde. Et vous êtes bon, effectivement, parce que au sortir de l'école, vous remportez le prix des nouveaux albums. Hein, c'est un prix prestigieux. 3 ans après, oui. 3 ans après, prix des nouveaux albums. Et au sortir de l'école, donc, vous êtes embauché par Patrick Berger. Exactement. Et avec Patrick Berger, il va naître une grande complicité, une grande osmose, grâce à ceci notamment. Alors ça, c'est une aventure extraordinaire. Je rentre chez Patrick Berger, donc j'ai 28 ans, j'ai passé mon diplôme 3 mois avant. Et cet architecte perçoit chez moi une certaine sensibilité et me donne, c'est un pavé comme ça, le programme pour dessiner le village olympique pour la candidature de Paris pour 2008. Et là, vous allez recevoir une grande leçon parce que dessiner un village, on se dit, vous dites, vous sortez de l'école, hein, bon, bah, je vais dessiner un village. Et là, lui, en fait, il prend le plan de Paris. Et là, il vous démontre ce que c'est que d'être vraiment un architecte. Et la première leçon absolument magistrale que je reçois à ce moment-là de Patrick Berger, c'est qu'il me dit, si tu veux penser le village olympique, il faut que tu penses à très très grande échelle. Et on dessine, c'est ce qu'on voit sur cette image, on voit Intramuros, Paris dans la lumière, et on voit cette grande ligne d'eau avec tous les équipements sportifs, avec le grand stade, avec le village olympique, avec l'Arche de la Défense qui vient se brancher. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
on peut revenir au village, et au village, le village va être branché sur cette ligne d'eau. Donc il va devenir une cité lacustre. Donc on va pouvoir dessiner un village avec une identité très spécifique, qui est une identité d'une architecture qui a une relation immédiate avec l'eau. Une fois que vous avez rencontré Patrick Berger, une fois que vous avez compris l'incroyable force qui consiste à penser en même temps à l'échelle du territoire et en même temps à l'échelle du détail d'une pièce dans le village olympique, et bien là, d'un seul coup, vous êtes avec l'architecture, avec tout son potentiel. Et pendant que vous êtes avec Patrick Berger, vous participez aussi à des concours ouverts, on appelle ça, des concours ouverts. Et il y a ce projet que vous envoyez parmi 1750 projets. Hein, on est aussi au début des années 2000. Il faut faire un musée, le grand musée du Caire. Et vous êtes tout jeune, vous avez 30 ans, et vous envoyez ça. Exactement. C'est quelque chose qui est très beau dans le monde de l'architecture. C'est qu'il y a régulièrement de très grands concours ouverts. On peut y participer sans avoir fait une immense carrière, et on décide d'y répondre. Alors là, c'est à la fois du culot, c'est à la fois la foi dans l'architecture, en se disant pourquoi pas nous. Et on dit une chose très très simple. On dit l'Égypte est duale. Elle est à la fois un désert total et une oasis gigantesque le long du Nil. Et en fait, vous voyez, quand vous regardez cette image, vous voyez le musée vu depuis la vallée du Nil, et c'est un musée monumental. C'est un musée avec un socle gigantesque, et ensuite, cette structure métallique au-dessus qui est comme une oasis. Si maintenant vous regardez depuis le désert, toute la structure basse du projet disparaît, elle est encastrée dans le désert, et de l'autre côté, vous ne voyez plus que cette résille très douce qui est comme une oasis. Donc d'un côté, c'est une oasis, de l'autre, c'est un temple monumental destiné à l'histoire de l'Égypte. Et ça match ça, parce que sur les 1750 projets qui sont envoyés à ce moment-là, 20 sont retenus, dont le vôtre. Pour la deuxième phase. Ouais. Et on se retrouve au pied des pyramides. Bienvenue dans la légitimité, quoi, on peut dire. Oui, et puis... Mais malheureusement, mais ce ne sera pas votre projet qui sera sélectionné. On perdra la deuxième phase. Ouais. Et le projet, pour la petite histoire, est inauguré en ce moment. Et c'est pas aussi beau que vous. Écoutez, c'est une autre histoire. C'est une autre façon de le faire. Ouais. On fait beaucoup de projets. Certains se réalisent, d'autres restent des projets, des propositions, mais ça avance et ça fait toujours avancer. Et vous avancez à tel point que quelques années plus tard, vous allez créer votre bureau d'architecture, bien sûr. C'est un petit peu difficile, justement, les premiers temps de votre bureau, parce que... Oui. Les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir un prix qui vous met le pied à l'étrier. Mais en même temps, je suis dans un monde où ce que je dis est perçu comme quelque chose de pas très sexy, etc. Donc il faut résister. Il faut résister et il faut vivre. Et heureusement, vous avez de la ressource pour vivre, justement. Et c'est pas là qu'on en parle, c'est dans une autre pièce. D'accord. Allez. Ça va, c'est à peu près clair? Oui, c'est très bien. Dernière pièce, donc, Jean-Christophe, et la ressource, elle est là, la ressource. Elle est comme ça. Prof. Absolument. 2003. Qu'est-ce qui vous prend? En fait, une chose est sûre, c'est que le grand paradoxe de l'architecture, c'est que c'est une discipline qui concerne absolument tout le monde. Le monde n'est pas habitable sans l'architecture. Et en même temps, c'est la discipline qui est le plus loin de tout le monde. Et d'une certaine manière, à l'école d'archi, on essaye de répondre à cette question en disant, moi, en tant que jeune architecte, j'ai déjà senti la force de cette discipline, la force de ce qu'elle apporte, et donc on a envie de la partager avec les autres. Et évidemment, immédiatement, ce qu'on comprend, c'est que être avec les étudiants, c'est être toujours pris au dépourvu. C'est toujours être dans des situations extrêmement inattendues. Parce que vous, quand vous avez commencé à construire votre culture de projet, vous dites, dans une situation comme ça, on devrait aller plutôt vers cette direction. Et puis les étudiants vous disent, pourquoi? Et ce pourquoi, il a une force inouïe.
Et puis, il se passe quelque chose. Alors, vous allez être dans cette école d'architecture, puis une autre, 3 écoles en même temps. Vous allez être à un moment donné, oui. Essayer un petit peu tout Paris. Et puis, va arriver cet événement-là. Les rendez-vous de l'architecture en 2005, dans ce bâtiment-là, magnifique, que vous voulez faire de cette manière, comme une arène. Hein. C'est votre projet, c'est votre réalisation. Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans cette pièce-là, il y a une personne importante qui s'appelle François de Mazières. Oui. Et François de Mazières, ça match là, parce que François de Mazières, quand il est élu maire de Versailles, il se souvient de vous, parce que vous l'avez marqué. Absolument. Et il dit, mon coco, tu voudrais pas venir enseigner dans l'école supérieure d'architecture de Versailles? Alors ça marche pas comme ça. Hein? Je pensais que c'est pas lui qui décide. En fait, il se trouve que quelques années plus tard, c'est-à-dire exactement 6 ans plus tard, je postule pour un concours national pour être titularisé en tant qu'enseignant. Et je décroche le poste de Versailles. Donc là, ça n'a rien à voir avec le maire de Versailles. Ah. Et entre-temps, lui est devenu maire de Versailles. Donc vous vous retrouvez à Versailles. Et on se retrouve tous les deux à Versailles. Lui par l'élection, moi par la titularisation. Et là, entre nous, ça a toujours matché. Et ça continue de matcher parce que vous êtes enseignant là-bas, mais vous allez... Finalement, votre parcours le montre. Les élèves et les étudiants, ça ne suffit pas. Il faut toujours s'adresser à toujours plus de monde. Et pour s'adresser à encore plus de monde, eh bien, un jour, on vous retrouve directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Alors, c'est exactement... c'est toujours... beaucoup moins une question d'ego qu'une question d'élan. C'est-à-dire qu'en fait, mon rapport à l'architecture est quasi insatiable. Et pour en parler toujours plus, ouvrir toujours plus, ben quoi de mieux que ce genre? Oui. Ce genre de personnalité. Vous fréquentez les puissants de ce monde, hein, bien sûr, hein, comme vous êtes à Versailles, effectivement. Il y a Valérie Pécresse et les présidents de la République. Et vous y allez franco, vous, le timide qui n'osez pas parler, arrive le président de la République et vous osez l'interpeller de façon un peu cavalière. Qu'est-ce que vous lui dites? Je dis toujours la même chose. Je dis, Monsieur le Président, nous sommes devant un moment absolument névralgique où le monde doit changer. Le monde est écrasant. Le monde écrase des générations entières par le poids des perspectives qui paraissent absolument sinistres. Et bien pourtant, il y a un lieu au sein duquel on apprend à être optimiste. Ce sont les écoles d'architecture et c'est l'architecture. Parce que l'architecture, elle nous permet de faire une chose. Elle nous permet de dire, devant toutes les crises, devant toute la complexité du monde, elle nous permet de dire, je peux regarder, je peux affronter cette complexité en faisant du projet. En disant, je peux regarder là où c'est compliqué et je peux rassembler des gens, je peux imaginer un projet qui va soulager cette complexité. Et là, effectivement, il a toute votre attention et le monde de demain, il est là. Venez avec moi. Le monde de demain, il est déjà là avec vous, grâce à vous. On est à Paris, là. C'est une de vos réalisations dont vous pouvez être fier et c'est un logement social. Exactement. Et ça, c'est très important pour vous, le logement social. Ce que je cherche, c'est trouver un équilibre. Ce bâtiment, à la fois, il fait la rue Paris, la rue de Paris. Il fait la rue parisienne, c'est qu'il s'efface, il disparaît dans la rue. Mais si vous le regardez en lui-même, il a de l'identité, il a de la force. C'est trouver ces chemins de crête, cet équilibre entre être correctement placé dans la ville, être parisien, disparaître dans la ville et avoir de la personnalité. Et Jean-Christophe, et il a une utilité, parce que dans cet appartement-là, dans cet appartement, qui est-ce qui habite là quand même? La finalité, elle est là quand même. Et vous avez parfaitement raison. J'ai appris, en général on ne le sait pas, par le maire, j'ai appris que là, tous les dossiers candidats pour décrocher un logement social, parmi tous ces dossiers, eh bien, il y a un dossier qui a été choisi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, d'une certaine manière, va avoir une seconde chance dans sa vie grâce au logement social. C'est-à-dire qu'elle a vécu des choses difficiles, elle s'est échappée, elle s'est mise dans une situation pour vivre extrêmement précaire, et son dossier a été choisi, elle va venir habiter au dernier étage de cet immeuble. Et pour moi, c'est une des plus belles choses qui puissent arriver. Je veux dire, on passe nos vies à entendre des catastrophes, on passe nos vies à entendre qu'on ne fait pas les choses bien, et là, bien, moi, je voudrais être le témoin d'une chose très simple, c'est qu'on a construit un logement, un immeuble en pierre, au cœur de Paris, qui ne stigmatise pas le logement social, qui dit, eh bien, au cœur de ce logement, des gens vont avoir une chance pour redémarrer et être dans les conditions pour pouvoir le faire. Et c'est ce qui se passe. Et puis demain,
C'est là aussi. Ah. C'est chez vous. C'est chez vous, hein. Alors c'est un projet, ça sera fait dans 2-3 ans, C'est ça, à peu près. Si tout va bien. C'est un foyer d'accueil, hein, bien sûr. Voilà. Alors, médicalisé. Ça, Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît un petit peu votre région, les Deux-Sceaux, c'est absolument magnifique. Et ce sont des montagnes qui se dressent. Et dites-moi si je me trompe, hein, mais on ne voit pas de grandes baies vitrées. Là, en revanche, il y a ça. Absolument. Plus vous cadrez le site, plus le site ressurgit avec vous. En fait, plus les cadrages sont serrés, plus vous avez une relation intense au paysage qui est autour de vous. Et on a une illustration avec ceci, justement. Voilà. Et donc, si vous regardez donc, ce petit abri sur la plage du Liamone, eh bien, l'idée, c'est d'offrir à celui qui veut trouver un petit havre pour se reposer, non pas un abri qui vous coupe du monde, mais un abri qui va vous mettre intensément en relation avec le monde. Magnifique. Et que se passe-t-il? Quand vous êtes dans cet abri, vous venez avec votre sac à dos, vous venez avec votre sac de couchage, vous vous emmitouflez, et vous êtes dans un espace qui est à la fois totalement vertical, totalement horizontal, et qui accentue votre relation à la fois à la mer et à la montagne, à la forêt. Totalement démontable, transportable. C'est ça Il est aussi. intégralement en bois, préfabriqué, on le monte, on le démonte, c'est très simple à faire. Ça n'a aucun impact sur l'environnement, si ce n'est au contraire d'utiliser le bois, et donc d'enfermer dans le bois qu'on utilise le carbone, et donc en ce sens, parce que ce bois est utilisé de cette façon-là, il emmagasine le carbone. Donc à tout point de vue, on coche toutes les cases, évidemment, de la transition énergétique. Et parce que vous cochez bien des cases, on vous retrouve là, et ça sera le dernier écran, et ça de votre vivant. Hein. au musée de la Corse, Tramaremonti, architecture et patrimoine. Ça, c'est vos dessins. On parle depuis le début de l'émission de vos dessins, mais vous dessinez sacrément bien. Ça, c'est un jet comme ça. Hein. C'est un encre direct. C'est Vico, c'est mon village. C'est Vico, c'est votre village. Que je dessine depuis 30 ans quasiment. Et le musée de la Corse a décidé de faire une exposition où vous êtes la star. On va tourner, si ça marche. Voilà. Vos dessins, avec aussi vos projets et vous au milieu. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait, ça, de voir ça de son vivant, chez soi, en plus, Jean-Christophe? Alors, comment dire? D'un point de vue, je dirais, personnel, je ne mesure pas vraiment, je crois. Ouais. Presque, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je suis... Comment je ne sais pas quoi dire de ça. Il n'y a plus l'architecture pour vous protéger, là, pour parler de ça. Oui, d'un seul coup, hein, c'est plus compliqué. Non, c'est vrai, et tu as raison. Non, pour moi, quand je vois ça, je vois un combat acharné. Pas un combat de violence, mais un combat de vouloir convaincre, de dire mais regardez comme c'est précieux ce que nous avons, on a toutes les ressources pour bien faire et on ne regarde pas. Soyez heureux d'être dans des mondes avec autant de caractère, autant d'aspérité et appuyez-vous là-dessus pour agir, pour avancer et ayez confiance dans l'avenir. C'est le mot de la fin. C'est un beau mot, hein. Jean-Christophe. Il y a un geste de la fin quand même. Hein. Allez. C'est le selfie. C'est le selfie. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à toi. D'être venu. Non, franchement, c'était une belle rencontre. Et peut-être qu'on se revoit pour un nouveau projet. Ça serait bien peut-être une école d'architecture en Corse. Mais ça, c'est un vaste programme. Ça, j'aimerais bien. Ouais, j'en suis sûr. On y travaille. Le projet, Jean-Christophe.